On dit souvent que l'eau qui bout ne prévient pas la grenouille. Si tu montes la température petit à petit, elle ne se rend compte de rien jusqu'à l'ébullition fatale. Et honnêtement, le métier de CTO, ça ressemble parfois à cette histoire. Chaque jour, tu dois garder la tête froide, alors que la pression monte, que les échéances se rapprochent, et que l'équipe, tout comme toi d'ailleurs, finit par perdre le fil entre contraintes, surprises et marathons qui n'en finissent plus. Mais alors, c'est quoi le vrai métier d'un CTO ? Où placer la frontière entre ambition, lucidité et protection du facteur humain, et surtout comment éviter de finir en open space improvisé avec une équipe à bout, un bébé dans les bras et une deadline qui s'effondre la veille du lancement. Pour répondre à ces questions d'endurance, je ne reçois pas Kylian Jornet, mais il sait courir de haut en bas. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Jean-Marc, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, volontiers. Donc, je suis Jean-Marc L'Église. Je travaille depuis 25 ans, CTO depuis 15 ans. J'ai passé mes 10 premières années dans la prestation informatique. J'ai notamment créé un pôle de développement au sein d'une agence web. Période très intense, car l'équipe en 4 ans est passée de 0 à 80 développeurs. On développe des applications pour des grands groupes, Société Générale, Dassault, Yves Rocher, Cartier, etc. Je suis ensuite devenu CTO de La Fourchette pour son développement à l'international, puis Cobuzz, un service de musique en ligne, le PMU où j'ai développé la prise de Paris sur le online, Pro Vacances et dernièrement Freework, une HR Tech. Ok. En parallèle, depuis 2021, je développe une activité d'accompagnement de CTO. Donc c'est un mix entre du coaching, du mentorat et une formation que j'ai créée. Et typiquement, c'est ce qui a pu me manquer à certaines périodes de ma carrière, de mon début. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Mais je me suis retrouvé parfois seul devant des choix difficiles. Et cela m'aurait aidé finalement qu'une personne de confiance puisse me dire attention, là tu déconnes, ou simplement me faire prendre du recul. Voilà, donc c'est quelque chose qui vient, je pense, avec l'âge, la volonté de transmettre, d'aider. Et puis c'est aussi gratifiant lorsque le CTO que j'accompagne ou son CEO, quelques mois après, me dire constater une vraie différence et puis d'avoir passé un cap. Voilà, donc c'est une autre façon pour moi d'avoir de l'impact. Ok, je vois. Première question pour essayer on va dire de commencer à dégrossir le sujet. C'est quoi pour toi le rôle d'un CTO ? Alors, il y en a de nombreux, évidemment. Alors, j'irai pas sur les sujets techniques, la stratégie technique, voir le premier développeur de l'entreprise qui évolue, etc. Je pense que le rôle, en tout cas, la façon dont je l'ai imaginé, c'était un rôle de pilotage, un rôle d'accompagnement des équipes, un rôle de management. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours considéré que la technique, finalement, était une élaboration collective. Donc je me suis plutôt positionné sur les aspects périphériques. Okay. Pour arriver à faire travailler conjointement une équipe. Ouais. Et comment est-ce que tu distinguerais du coup, le rôle du CTO avec celui des managers qui parfois sont dans l'équipe technique en tant que telle, mais tu vois, est-ce que pour toi il y a une différence ou au final c'est juste un manager qui gère une équipe plus grande ? Oui, c'est effectivement, c'est la personne qui supporte toutes les contraintes. Donc les managers que tu évoques peuvent peut-être se
intervenir sur des questions de pilotage, peut-être pas budgétaire. Donc en tout cas, le CTO, lui, il a l'ensemble des contraintes de la vision, donc à la fois des préoccupations techniques, d'aligner la technique sur les besoins et les enjeux de l'entreprise, à court terme et à long terme. Donc il faut avoir la vision à 3 ans, 5 ans, voire plus. Et responsable du delivery ultime, la qualité, les budgets, les recrutements, arriver à créer l'esprit d'équipe, etc. Okay. Donc oui, c'est un... alors, tout dépend à quel type de manager tu évoquais, mais c'est effectivement manager plus. Oui. Et en comparaison avec les autres C-level qu'il peut y avoir dans une entreprise, est-ce que tu penses que c'est qu'au final, on peut être CTO comme on peut être COO ou en charge de la finance ou je ne sais quoi, ou tu penses que c'est un métier qui est au final vraiment différent des autres C-level? Évidemment, à part la partie technique qui est une compétence très, très spécifique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de grandes différences. Ce qui est sûr, c'est que à l'IT, au moins jusqu'à présent, et jusqu'à l'avènement de l'IA, on était très nombreux. On pouvait avoir de très très grosses équipes. Donc c'est souvent une des équipes, si ce n'est l'équipe la plus fournie. Donc ça nécessite des compétences en management, justement. Ça, c'est le cas dans les boîtes tech. Parce que tu as des boîtes en fait, qui ne sont pas forcément des boîtes tech, dans lesquelles tu peux retrouver quand même un CTO. Mais qui n'a pas la plus grande équipe. Ouais. Alors on va peut-être retrouver un DSI ou on va peut-être retrouver un responsable informatique. C'est un métier qui est un peu différent. Et puis évidemment, tu as des CTO de petites structures, et des structures qui démarrent, ça c'est sûr. Donc il y a une maîtrise de la compétence, mais de la même façon qu'il y aurait une maîtrise du marketing, une maîtrise de la finance. Il y a à interagir avec son équipe, à interagir avec les autres. Évidemment, tu as une part également de représentation dans le rôle, où tu vas représenter l'IT à l'extérieur, auprès de clients, auprès de partenaires, etc. Donc tu as aussi un rôle de communication. Tu fais du recrutement. Donc je pense que c'est un C-level comme un autre. Ouais. Est-ce que tu penses parce que dans ce que tu évoques, dans justement cette relation avec les autres C-level ou avec le board, quoi, tu parles effectivement de cette notion d'aller expliquer les sujets et autres, moi j'ai quand même le sentiment parfois qu'on a quand même un métier qui est... Le métier de dev, que les métiers de la tech sont un peu moins compris des autres personnes qui ne sont pas de ce milieu-là. Et que tu vois, le RH, le légal, la finance, le marketing sont au final des concepts qui sont... Je ne cherche pas à dévaloriser les choses, mais je pense que ce sont des métiers qui sont plus facilement abordés dans les études de haut niveau. Parce qu'en général, les gens qui sont dans les C-level sont des personnes qui ont fait des études, souvent de commerce, tu vois, des bac plus 5, tu vois, donc, qui ont touché à beaucoup de sujets, assez peu au sujet tech. Et du coup, moi, j'ai quand même le sentiment parfois qu'on a un travail d'explication. S'ajoute aussi au fait qu'on est une industrie particulière. Les gens ne travaillent pas comme nous. J'ai déjà cité plusieurs fois un exemple dans ce podcast, c'est que si tu vas visiter les bureaux des équipes RH, marketing, finance, tu trouves des bureaux de manière assez classique. Et les bureaux d'élèves, alors c'est peut-être moins le cas maintenant parce que le marché a changé, mais pendant longtemps, le bureau d'élèves, c'était un bureau où les gens avaient des horaires un peu différents, avaient une déco un peu différente, avaient une façon de travailler un peu différente. C'était aussi lié au fait qu'on avait un marché du travail qui était très particulier, hyper tendu, et du coup, les candidats et candidates pouvaient se permettre de demander des choses que les autres ne pouvaient pas se permettre de demander. Vrai, hein. Mais tu vois, il faut aussi expliquer tout ça au reste du COMEX en disant, écoute, en fait, ton équipe, elle fonctionne comme ça, la mienne, elle fonctionne pas pareil, j'ai besoin de prendre du temps. Tu vois, les fameux 20% de temps d'innovation que appliquent certaines boîtes, la notion de faire des tests, tu vois, il y a des tas de trucs où les gens disent vous faites des choses que les autres ne font pas, qui prennent du temps, qui donc prennent de l'argent, et donc tu vois, j'ai quand même l'impression qu'il faut expliquer des trucs que j'ai le sentiment les autres C-level n'ont pas forcément expliqué sur leur métier. Oui, effectivement, tu touches du doigt sur la pédagogie. Qui est un élément important du rôle, hein, donc il faut expliquer. Tu l'as dit, ça vient de la jeunesse, entre guillemets, de notre métier. Donc
donc effectivement, on a pu se permettre, mais je pense que c'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, je vois de vrais changements comme dans notre métier, notamment avec l'avènement de l'IA. Alors la pédagogie, je pense qu'elle est également à double sens. Je pense que nous sommes un métier et des domaines qui attirent, hein, peut-être plus, donc novateurs, où les personnes ont envie de comprendre. Et donc naturellement, elles vont vouloir comprendre, poser des questions, etc. Peut-être un peu moins sur des métiers de la compta ou des métiers d'autres je vois ce que tu veux dire. D'autres parties. Donc à la fois c'est un besoin d'expliquer, mais il y a aussi une sensibilité, un intérêt pour les personnes de venir creuser, de venir côtoyer, de venir. Okay. Donc dans ton parcours, tu as été CTO dans plusieurs organisations. Ça a été quoi, grosso modo, les tailles d'organisation dans lesquelles tu as été? Alors, je parle uniquement des équipes tech. Hein. C'était quoi à peu près la taille des équipes tech que tu as été amené à accompagner? Jusqu'à 120 personnes, et donc de zéro, comme je te l'ai évoqué en introduction. Et donc, j'ai eu fréquemment des équipes de 40 personnes, 20 personnes, 80, 120. Et dans ma dernière expérience, on était moins d'une dizaine. Okay. À quel point le métier change entre être CTO d'une équipe de moins de 10 personnes, 50, 100 ou plus? Oui, donc il change radicalement. Donc évidemment, ça se comprend, dans une petite équipe, tout le monde doit participer un peu à tout. Et donc il faut des CTO hands-on, donc il faut vraiment mettre la main à la pâte. Et donc c'est réservé à des CTO qui ont la compétence technique ou etc. Évidemment, plus la structure grossit, plus tu vas devoir développer des compétences et des soft skills en communication, en management, en compréhension de l'humain, en pilotage sur des projets. Voilà, et avec des préoccupations également stratégiques, voire politiques et financières. Donc évidemment, cette partie-là prend de plus en plus de place avec la taille de l'équipe. Et donc tu ne peux pas à la fois aller sur des sujets hyper techniques où tu es vraiment le nez dans le quotidien à coder, etc. Et avec des sujets qui nécessitent des prises de recul plus importantes. Et c'est d'autres sujets. Donc ça change radicalement d'un travail très concret, pragmatique, un travail plus de stratégie avec beaucoup de recul et plus gestionnaire. Okay. Ce que je trouve intéressant dans notre industrie aussi, c'est qu'on fait un métier qui est très technique, qui a encore beaucoup l'image du développeur qui est tout seul face à son écran toute la journée et qui ne fait que aligner des lignes de code. Quand on le pratique, on sait qu'en fait, c'est un métier qui est très humain. Le rôle de CTO, lui, est encore plus concentré sur l'humain, parce que comme tu le disais, en fait, tu as de moins en moins de temps de réellement livrer du code et être réellement le hands-on, comme on dit. C'est un métier du coup, qui va être très, très centré sur l'humain. C'est quoi pour toi comment on gère justement ce métier si spécifique, si complexe, comme on l'évoquait dans le compilé qu'on a fait juste avant sur l'épisode d'Emmanuel? Comment est-ce qu'on gère de manière aussi comment on gère particulièrement des équipes aussi spécifiques que les équipes tech? Donc, en tout cas, le facteur humain que tu évoques est un facteur très important à prendre en compte, qui contribue fortement à la réussite ou l'échec des projets. Hein. Donc ça, c'est la part de management du rôle de CTO, de le prendre en compte. Et malheureusement, ce sont des aspects qu'on n'apprend pas, ou en tout cas pas dans mon parcours scolaire, que je n'ai pas appris à l'école. Et donc que tu découvres par la force des choses, par l'expérience, voire des galères. Et dans mon cas, plutôt the hard way. Donc, confronté à des choses où je n'étais pas forcément très, très à l'aise. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mes accompagnements de CTO que je fais aujourd'hui, c'est une part importante dans ce que je transmets à ces plus jeunes. Et comme je disais, c'est un élément important parce que le travail d'équipe, comme toute interaction humaine, ça fonctionne mieux quand on connaît le mode de fonctionnement de chacun. Tiens, je prends un exemple, si tu offres un cadeau,
Évidemment, si tu ne veux pas faire un flop, il vaut mieux s'être intéressé à ce qui va plaire à la personne. Donc tu te renseignes avant. Et donc c'est exactement la même chose avec les équipes, dans notre métier. Pour communiquer, pour déléguer, pour motiver, ça fonctionne mieux quand on est sensibilisé aux différentes personnalités. Voilà. Et par rapport à ce que tu disais, chaque personne est différente. Donc différente, et puis s'attache à des considérations différentes. Tiens, si je te donne un exemple, pourquoi est-ce qu'on doit se préoccuper de ça dans les projets, etc. Pourquoi est-ce que deux personnes intelligentes, finalement, lorsque tu leur poses une question, potentiellement arriveraient à une réponse radicalement opposée? Je prends l'exemple, par exemple, d'un choix de composants techniques. Il y a une personne qui va dire A, et une autre personne qui va dire B. C'est assez... Et donc il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte derrière ça. D'une part, chaque personne raisonne en fonction des critères de décision qu'elle pense importants. Par exemple, un développeur va considérer la performance du composant, sa liste de fonctionnalités. Voilà. Un CTO considérera, lui, le coût d'implémentation ou la pérennité. Deuxième aspect, il peut y avoir des raisons personnelles, donc liées à la personnalité, à la connaissance de la personne, aux intérêts de la personne. Et donc là, on s'écarte du pur choix rationnel. Or, en tant que CTO, tu vas plutôt essayer d'obtenir un choix factuel sur, etc. Ce qui est d'ailleurs un petit peu surprenant, parce qu'on décrit beaucoup notre métier en disant qu'on est justement des personnes plutôt rationnelles. On a une volonté d'avoir un code qui soit extrêmement déterministe. Tu vois, on a pourtant une approche très, très logique. Enfin, en tout cas, on essaye d'avoir une approche très logique des choses. Mais donc, ce que tu décris, c'est qu'en fait, on reste un métier humain. Et donc, il y a tout sauf que de la logique. Absolument. Et alors ça, je le constate très fréquemment. Donc, il y a des biais psychologiques qui sont importants, qui rentrent en ligne de compte. Je continue sur mon exemple. Pourquoi justement sur le choix d'un composant? Tu as des personnes qui adorent expérimenter, qui adorent la nouveauté. Et des personnes qui, au contraire, eux, vont être plutôt réticents et vont plutôt souhaiter éviter le changement et valoriser plutôt les connaissances qu'elles ont déjà. Donc tu vois bien que là... la grille de lecture n'est pas les mêmes. Exactement. Et donc en tant que CTO, si tu veux désamorcer ce type de situation, tu as plutôt intérêt d'emblée en lançant ton étude, en indiquant les critères de décision qui te semblent importants et sur lesquels tu veux que l'étude se base. Et puis si tu connais en plus les biais de tes collaborateurs, eh bien, tu vas pouvoir indiquer ou glisser une petite phrase, par exemple, et ne vous inquiétez pas, on se fera former, ou on aura un accompagnement, etc. Voilà. Et là, effectivement, en pratiquant ainsi, donc ça c'est du management, c'est la sensibilité des personnes, tu as plus de chances d'obtenir une réponse qui soit un peu plus rationnelle. Okay. Comment, parce qu'en fait, là on parle d'humain un peu de manière absolue. Le métier de CTO, en fait, il s'intègre forcément dans une stratégie d'entreprise. Et donc, c'est avant tout, l'idée, c'est de réaliser des choses. Donc, c'est dans un contexte de projet, de réalisation de projet. Comment est-ce que ce facteur humain va aller impacter ces différents projets? Et comment tu peux le prendre en considération, que ce soit dans des notions d'estimation, que ce soit de coût ou de délai, ou de livraison de ces projets? Alors, il peut y avoir plusieurs éléments. Il peut y avoir la fatigue. Il peut y avoir des personnes qui apprécient ou qui n'apprécient pas travailler ensemble. Il y a tout un aspect humain qui peut rentrer en compte et qui peut venir perturber le projet. Et donc, en tant que CTO, c'est à toi à faire la part des choses et à limiter ces différents éléments pour effectivement se concentrer et rester professionnel sur ton projet.
je peux lancer sur une expérience, si tu veux, sur jusqu'à quel point est-ce que le facteur humain peut jouer. Et c'est un sujet que je voulais aborder, c'est la notion de lucidité. Donc je te trace le contexte. Donc je suis CTO d'une équipe d'une 40aine de développeurs engagés sur un gros projet depuis 2 ans, donc un lotissement complexe, et on avait plein de difficultés, un framework mal maîtrisé, et en parallèle on travaillait aussi sur le legacy qui ralentissait le projet. Et donc le CEO, c'était à l'été, me demande un plan d'action pour finaliser le projet en urgence. Coûte que coûte, il faut lancer avant la fin de l'année, c'est vital pour l'entreprise, question d'actionnaires et de levée de fonds, classique. Et donc, sous la pression, j'imagine un plan un peu fou. Et ma condition, c'est d'isoler une partie de l'équipe pour la protéger réellement du legacy. Donc, de mettre une barrière physique entre le legacy qui nous perturbait et pour avancer sur le projet. Donc, le CEO accepte. Et donc, mon idée, c'est d'emménager dans un grand appartement loué pour l'occasion. Logé, nourri, une cuisinière pour les repas, le ménage est inclus, bref, la totale. Donc je motive l'équipe, elle est partante, et donc ça commence comme une super aventure. Donc là, on part en colo. Oui, alors, c'est une aventure. Et donc ça c'est important, parce que les projets, c'est long, il faut être impliqué, donc la motivation. Donc là, quand on commence comme ça, on marque des points. Et donc je me revois prendre possession de l'appartement avec l'équipe. Le salon, on le transforme en open space. Les ordinateurs arrivent, les serveurs, on installe. Donc l'ambiance est au top. Le temps passe, pilotage de projet, l'avancement reste insuffisant. Donc je le constate. Et donc petit à petit, le stress monte. Donc là, tu vois bien qu'on commence à toucher des sujets qui sont plus purement techniques, qui ne sont pas des résolutions de problèmes, qui ne sont pas d'appliquer, etc. Donc là, on est sur de l'humain. Le stress monte, la fatigue vient, et petit à petit, je perds la lucidité sur la vision du projet. Donc là, c'est pas une question d'équipe, c'est une question de moi-même, de ma fatigue, etc. Et en plus de cette lucidité, évidemment, ça me fait reporter le stress sur l'équipe. Et donc cela se matérialise très concrètement sur le pilotage de projet, où je vais prendre des libertés sur le planning, donc de rogner sur des tests intermédiaires, de faire sauter des études de certains risques, et puis tu te dis que le projet il finira bien, donc la phase de recette, tu peux la réduire, voilà, dans un ensemble d'erreurs. Et donc le résultat, c'est qu'à l'approche de Noël, donc l'équipe en a marre, à juste titre, puisque cette période-là, on a envie d'autre chose que de rester dans un appartement. Et donc fin de l'expérience, on n'a pas livré en temps et en heure comme demandé. J'en ai fait les frais, puisque le CTO était très fâché de cette situation. Et donc une leçon apprise dans la douleur. Donc le facteur humain, et voire même son propre facteur à soi, appris dans la douleur. Je trouve ça intéressant, cette notion de dire, en fait, quand tu vois que la deadline se rapproche, on commence à faire des concessions, à rogner des choses. Ce sujet de deadline, c'est un sujet qui revient beaucoup dans notre métier. Et là, on entend toutes les théories et toutes les visions. On dit souvent que au moment où tu exprimes la durée de réalisation d'un projet, en fait, c'est une estimation qui est faite sur la base des informations que tu as au moment où tu fais cette estimation, et que donc à mesure que tu vas avancer, tu vas découvrir d'autres choses, donc il faut pouvoir réévaluer les choses. Mais forcément, dans un contexte d'entreprise, c'est difficile de dire toutes les semaines, en fait, ça va prendre tant de temps ou tant de temps. Donc on commence à faire des concessions, comme tu l'as dit, on run sur des tests, des études, des prises de risques, on se dit ouais, ça va aller, ça va passer, puis ça passe pas toujours, parfois ça passe. Parfois on dit aussi que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Comment est-ce qu'on gère la deadline, que au moment, ou l'estimation d'un temps de projet, que ce soit de sa création jusqu'à sa réalisation en retard ou dans les temps? Ouais, c'est un sujet qui est classique, et que au moins d'un point de vue théorique, qui aujourd'hui est bien maîtrisé.
Donc, je parle du pilotage de projet. J'appelle ça la prédictibilité de l'équipe, qui est pour moi un indicateur d'un bon professionnel. Alors, même si j'entends souvent des débats sur les estimations des développeurs qui n'ont pas envie de travailler dans ce mode-là, j'ai personnellement un avis assez tranché sur cette question. Si je te prends un exemple, c'est comme si tu fais rénover ta maison, tu dois loger ta famille à l'hôtel. Ben, évidemment, tu vas demander à l'entrepreneur pendant combien de temps tu dois louer ton Airbnb, sachant que derrière, il est réservé, donc tu ne peux pas étendre. Voilà, donc c'est la même chose pour notre métier, moi je considère. Et donc, dès qu'il y a projet, alors il y a obligatoirement pilotage de la deadline, et donc pour cela, il faut des estimations. Ça marche. Si on donne un exemple, avec une dernière équipe, un projet d'1 an, donc 1000 jours de développement à 5 développeurs. Le projet se termine au jour qui avait été annoncé 1 an avant. Par contre, évidemment, tout ce qui est venu en plus dans le projet, il y a des choses qui ont été enlevées. Donc des features en plus, des features en moins. Donc, et ça, c'est dans le pilotage de projet, c'est une discussion, des débats qui sont sains. De considérer qu'il y a un critère important, c'est tenir la date pour le lancement. Alors pourquoi tenir une date ? Parce que l'entreprise peut devoir synchroniser différents métiers, peut devoir communiquer, peut devoir les clients, etc. Donc on doit annoncer. Donc il peut aussi y avoir des éléments financiers, il faut financer les budgets des projets. Donc il y a des contraintes qui sont tout à fait normales de devoir livrer à une date. Et donc le pilotage va nous permettre effectivement de suivre cette trajectoire. Et de prendre en compte les différents aléas qui surviennent tout au long du projet. Et donc de faire des concessions qui s'appliquent à chaque aléa, parce que parfois il faut... Oui. Alors concession... compromis. Oui. En fait, il peut y avoir des nouvelles idées qui émergent au cours du projet. Si on veut faire des choses en plus, c'est normal que certaines choses soient retirées, sauf à mettre plus de monde, sauf à avoir plus de moyens. Et puis, nouvelles idées ou aléas. On est sur des métiers où tout ne peut pas être... étudié en amont, donc on avance, on découvre. Si je prends encore mon analogie avec la rénovation, tu fais tomber un mur, tu vas voir derrière qu'il y a des canalisations qui ne vont pas, tu dois aussi remplacer les canalisations. Voilà, c'est le monde de la rénovation. Ouais. Est-ce que ça veut dire que quand on lance un projet, il faudrait se mettre d'accord avec les gens est-ce que c'est un projet où la contrainte c'est la deadline, ou un projet sur la contrainte c'est la feature ? Et du coup de se dire que si ce que tu veux à tout prix c'est tel produit, on va voir combien de temps ça va prendre et on ne se met pas de deadline. En revanche, si c'est une deadline, on s'engage à la tenir, mais ça veut dire qu'en chemin, il y a des moments, il faudra peut-être creuser des trucs, rajouter d'autres choses. On verra en fonction de comment est-ce qu'on avance. Oui, tu as tout à fait raison. Dans la plupart des projets sur lesquels je suis intervenu, c'est plutôt le budget, donc la deadline, qui prime. Pour se permettre de mettre le focus en priorité sur la feature, il faut être dans des contextes un peu particuliers, sans avoir de pression du marché, sans avoir de pression commerciale, etc. Non, c'est plus rare. Il y a aussi, moi, un sujet qui revient souvent, je trouve, dans les discussions de CTO, c'est la relation avec le produit, où il y a parfois des relations compliquées, entre l'impression de gens qui nous disent quoi faire, sans nous laisser la liberté d'apporter des éléments, qui mettent effectivement une pression sur la deadline, comme un peu ce qu'on a évoqué plus haut. Est-ce que pour toi, c'est quoi les bonnes pratiques pour faire en sorte que ces deux équipes, au final, qui travaillent au quotidien ensemble, travaillent bien ensemble ? Déjà, je pense que ça s'est fortement amélioré avec le temps. Lorsque j'ai commencé à travailler, ou même une dizaine d'années, c'était plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les personnes du produit avaient moins de connaissances des projets informatiques.
Ça s'est aussi grandement amélioré avec les méthodes agiles notamment, qui ont dans leurs racines hein, le travail de la collaboration entre les différents métiers. Et donc pour réussir, c'est encore une fois des aspects humains, c'est des questions de compréhension mutuelle. Donc de pédagogie, donc évidemment tu dois expliquer les difficultés, les contraintes de ton métier, et qu'un ordinateur, voilà, c'est des bits, donc il y a des 0 et des 1, et puis il n'y a pas de virgule. Et inversement, tu dois aussi faire, toi, un effort de comprendre les enjeux, puisque le produit, il ne va pas te mettre des contraintes pour mettre des contraintes, c'est que lui-même a des objectifs, et il y a le client, et il porte la voix du client, et donc voilà. Et donc, mais d'ailleurs c'est formidable, hein, c'est dans cette compréhension globale que naissent les meilleurs projets, les meilleurs produits et les meilleures équipes. Ouais. Un autre sujet aussi, on a évoqué tout à l'heure un petit peu la complexité de notre métier. On a un métier effectivement qui n'est pas forcément facile et accessible à tous, même si ça fascine, comme tu le disais aussi, pas mal de monde. Il y a aussi un travers, je trouve, chez l'ensemble des développeurs et développeuses, c'est qu'on a parfois l'impression qu'on est capable de tout faire. C'est-à-dire que tu demandes à un dev, est-ce que tu peux me refaire Facebook ? Quasiment tous les devs te diront ouais, bien sûr, pas de problème, sans forcément prendre en compte toutes les contraintes, toutes les complexités qu'il peut y avoir dans la réalisation d'un Facebook. Et donc ça fait que parfois on se sent dans des projets qui peuvent être extrêmement complexes, qui peuvent du coup avoir beaucoup d'aléas au moment du déroulé. Comment est-ce que toi tu gères la complexité et l'estimation de la complexité de certains projets ? Ce que tu évoques là me refait penser à le point précédent, c'est la question de la lucidité, et qui est pour moi une des compétences, compétences entre guillemets, l'un des apports les plus importants du CTO ou de la direction. Effectivement, faire un Facebook, d'ailleurs, on a pu en faire un avec les équipes il y a très longtemps, ça s'est limité à une page de profil. Alors, évidemment, c'est pas Facebook. C'est l'idée que tu te fais avec la connaissance que tu as. Et à l'époque, on découvrait Facebook, et donc a priori, ça semblait facile. Et les développeurs, tu parlais des développeurs, on peut ne pas connaître l'étendue des fonctionnalités ou la complexité du sujet. Donc, tu peux en avoir une vision partielle, simpliste, etc. Voilà. Et donc, ce besoin de recul, ce besoin de lucidité, ce besoin de prendre en compte tous les tenants et aboutissants du sujet, et quand tu commences à tirer la pelote bien souvent d'un projet, c'est là où tu découvres qu'effectivement il est plus gros, plus important, plus complexe, etc. Et donc ça se résout par des études, ça se résout par des ateliers de travail avec plusieurs personnes qui vont brainstormer, qui vont échanger sur les idées, et c'est la richesse de monter des équipes pluridisciplinaires, de monter des équipes plusieurs personnes qui vont avoir des idées et des contributions différentes. Voilà, donc la réussite en tout cas, les projets se passent mieux quand on n'est pas seul. Hein. Pour des questions d'utilité, c'est mieux. C'est mieux d'avoir des avis divergents, ce que j'appelle moi la controverse fertile. Donc c'est très important de développer ça dans les équipes. C'est que les équipes doivent se sentir à l'aise d'émettre des avis différents, de ne pas être d'accord, etc. Donc c'est de là dont on s'enrichit. Donc des débats naissent l'enrichissement et la complétude des sujets. Ouais. Pour revenir sur la notion de complexité, là, mais pas tant la notion de la complexité du projet, mais revenir sur cette complexité de notre métier. Si on essaye de... c'est-à-dire qu'il y a longtemps, le métier de dev, c'était juste faire des trucs qui marchent. Petit à petit, on a commencé à se dire, ok, faire un truc qui marche, c'est bien, mais ça serait bien de faire un truc qui marche longtemps, qu'on puisse maintenir et qui soit... t'as une code base qui tienne longtemps dans le temps. Puis après, on a commencé à dire, en fait, ce serait bien de faire aussi des systèmes qui peuvent soutenir la charge et être capables de tenir dans des conditions extrêmes. Puis après, on nous dit, alors, il faudrait rajouter à ça qu'il faut gérer la sécurité pour qu'on évite de perdre des données ou de se faire attaquer ou de se faire voler de l'argent. Maintenant, on nous ajoute l'IA. Ce serait bien qu'on ajoute de l'IA dans tout ça. Parfois, on fait quand même porter, je trouve, aux devs. Alors, je sais que les technos ont évolué et qu'il y a de plus en plus de complexité qui est portée par la techno directement et qu'on a moins à en faire. Mais bon, en même temps, on sait que tu vois, le fait d'avoir du code maintenable, c'est encore un sujet que les équipes de dev doivent porter en direct. Tu vois, comment est-ce que tu
comment est-ce que tu accompagnes justement les équipes à prendre en main tu vois, tu parles de lucidité qui apporte le CTO. Au final, c'est un peu ça. C'est comment tu permets à une équipe de dev de leur dire, bah, en fait, vous savez faire ça, c'est très bien, mais sachez qu'il y a, en fait, il y a aussi cet aspect-là à tacler et on va vous faire grandir sur ces sujets-là. Oui, c'est la préparation du projet au sens large. Donc c'est d'abord d'inventorier l'ensemble des besoins, l'ensemble des contraintes, de bien connaître la cible de ton projet, application, etc. Donc tout ça s'étudie, hein, les projets se passent mieux en ayant étudié tous les tenants et les aboutissants et l'ensemble des aspects. Oui, on a... En fait, notre métier évolue, les contraintes du métier évoluent avec la complexité de la société. J'ai commencé à travailler, le sujet c'était le bug de l'an 2000. Bon, ok, donc on a survécu à ça. Ensuite, ça a été l'euphorie d'Internet, l'éclatement de la bulle Internet. Ensuite, on a eu l'avènement des mobiles, c'était extraordinaire, ce qu'on avait pu faire grâce au smartphone. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu tiens, c'était très drôle. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, Second Life. Donc, on a eu les mondes virtuels. Plus récemment, ça m'a aussi beaucoup fait rire, on a eu les chimpanzés NFT. On en parle beaucoup moins. Et maintenant, c'est l'IA. Et alors, d'une part, ça s'accélère. Ça amène des contraintes en termes de nombre de personnes qui utilisent, de scalabilité, donc de performance. Et puis, on a, comme tu disais, les systèmes doivent durer, et donc il y a une question de qualité et de pérennité. L'IA maintenant, j'ose même pas imaginer ce qui va nous arriver après l'IA. Mais il y a une vraie accélération, et mis tout ceci bout à bout, effectivement, c'est complexe. Puisque, alors mis à part les chimpanzés, mais les mobiles, on développe sur mobile, on fait du web, donc tout ceci s'accumule. Hein. Ouais. Alors l'IA va nous aider, va nous simplifier un certain nombre de choses. Enfin, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'aide jusqu'à présent, mais là on va avoir un peu d'aide. Et oui, c'est beaucoup de choses à prendre en compte, de plus en plus. Alors j'entends qu'effectivement la partie étude en amont d'un projet, ça peut effectivement aider en fait à préparer ces sujets-là et du coup à les dimensionner de manière adaptée. Mais le métier de CTO, il va aussi un petit peu au-delà du projet. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'équipe, elle est là pour réaliser les projets et il faut faire en sorte que l'équipe soit capable de le faire. Mais au-delà du projet, le rôle du CTO, ça va être aussi de structurer l'équipe pour tacler au final quasiment tous les projets qui pourraient se présenter demain, de s'assurer qu'elle progresse, qu'elle grandit, qu'elle évolue avec ces sujets-là. Tu vois, on parle de l'IA. La complexité de l'IA, elle est aujourd'hui à prendre en compte, au-delà de certains projets qui vont l'utiliser. Enfin, tu vois, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut cultiver les équipes à utiliser ces outils-là et les intégrer dans les projets en tant que tels. Comment est-ce que tu essayes de... Parce que tous les devs vont te dire j'ai envie de faire des formations. Mais quand faire grandir l'équipe, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est la notion de... Comment tu les amènes à... La notion d'accompagnement, ouais. Alors, donc il y a deux aspects. Le premier, c'est... je pense, il faut être convaincu de la valeur humaine. Alors, tu peux aussi entendre que personne n'est irremplaçable. Ok. Alors, effectivement, personne n'est irremplaçable. Si tu peux te permettre de tout recoder régulièrement, si tu peux accepter que des personnes, les nouveaux, vont passer beaucoup de temps à redécouvrir, etc. Donc effectivement, personne n'est irremplaçable. Mais en vérité, comme notre métier est complexe à la fois c'est une longue maturation technique, c'est à la fois une compréhension de l'écosystème de l'entreprise, du projet dans lequel tu es, les clients, le métier, et à la fois une question de connaissance de l'existant. Donc si tu mets ces trois éléments ensemble, effectivement, là tu prends conscience de la valeur des personnes. Donc ce que je veux dire, c'est que tu as plutôt intérêt, pour ne pas avoir à tout réinventer régulièrement, à conserver durablement les personnes.
Donc, je sais qu'en disant ça, je vais un peu à contre-courant, à contresens des directions qui ne veulent pas forcément s'encombrer de facteurs humains, etc. Mais c'est pas ma pensée aujourd'hui. Donc, si tu veux capitaliser sur la connaissance de l'existant et mais que en même temps, pour aborder les innovations régulières, l'IA, le mobile dans le passé, etc., eh bien, tu vas devoir mixer les deux, donc conserver les personnes et les faire progresser, les faire découvrir, qu'elles ne stagnent pas dans leurs connaissances, etc. Donc, tu as besoin d'un apport. Alors, si tu as la chance d'être dans une équipe en croissance, eh bien, tu peux te permettre d'avoir de l'apport extérieur. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sont les personnes là que tu vas devoir faire accompagner, progresser, former, et donc accepter une moindre efficacité sur des sujets nouveaux que tu vas leur confier. Plutôt que de confier des sujets nouveaux à d'autres personnes, voire des acteurs externes, etc., tu privilégies, tu investis sur ton capital humain et donc alors confier à ton équipe ces nouveautés, l'IA, découvrir l'IA, donc là, se frotter, etc., à ces sujets. Pourquoi ? Parce qu'au final, tu es gagnant. J'ai évalué, pour démontrer ceci dans certaines expériences, j'ai eu à évaluer le coût de remplacement de personnes. Alors, ce n'est pas qu'un coût de recrutement, de cabinet, de commission sur... c'est vraiment un coût de connaissance. Et de toute la connaissance qui s'en va quand quelqu'un part avec et qu'il n'a forcément pas pu mettre tout ce qu'il connaît dans la documentation. Oui, et puis la documentation, on sait tout ce que ça veut dire. C'est déjà obsolète à partir du moment où tu l'as écrit. J'aime beaucoup cette idée de se dire qu'il faut parfois accepter d'être moins de productif sur certains sujets, parce qu'en fait, sur le long terme, ça nous permet de gagner des choses. Et ce qui me fait du coup penser à une question, c'est que j'ai parfois l'impression, et je sais que je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui partagent cet avis, que le meilleur apprentissage dans notre métier technique, c'est de faire des erreurs. Il n'y a pas de meilleur apprentissage que le jour où tu fais une mise en prod, et d'un coup ça se casse la gueule, et en fait tu apprends énormément de choses sur la notion de la résilience, sur comment gérer une base de données, enfin tu vois, ça permet d'apprendre énormément de choses. Mais en même temps, en tant qu'entreprise, notre rôle en tant que CTO, c'est justement de faire en sorte que les erreurs ne soient pas faites, parce que l'erreur peut coûter cher. Mais si l'erreur est une telle source d'apprentissage et que du coup il faut parfois accepter d'être un peu moins performant qu'à d'autres, tu vois, est-ce qu'il faut aussi parfois trouver des contextes où tu peux laisser les gens faire des erreurs parce qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage, ou au contraire il faut essayer d'éviter au maximum ces erreurs-là et d'apprendre aux gens autrement qu'en faisant les erreurs? Ouais, c'est marrant, je ne l'aurais pas exprimé comme ça. Tu es en train de me convaincre que l'erreur est un objectif en soi. Non, c'est parce que tu fais une erreur, qu'effectivement tu apprends à ne pas la reproduire, etc. Mais si on pouvait apprendre sans erreur, ce serait quand même beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, c'est un peu l'idée des accompagnements de CTO que je fais aujourd'hui, c'est de faire bénéficier de mon expérience des plus jeunes pour que justement ils n'aient pas à reproduire les mêmes erreurs que moi. Tiens, si je prends un exemple, alors, il y a la question de la lucidité, la question également du pilotage de projet, où j'ai pu montrer que c'était un sujet qui était clos ou facile. Dans la théorie, parce qu'il y a dans la théorie, mais j'ai pu me faire piéger sur des sujets. Donc, je vais te raconter une expérience. Qui a valeur d'apprentissage du coup. Donc un énorme projet, plusieurs années, plusieurs millions d'euros. Je resterai flou sur le sujet, mais disons que c'est une informatique utile dans des grands événements de courte durée. Voilà. Et donc menée par un consortium. Je pensais à Capharnaüm, mais non, c'est consortium. Et donc je suis CTO. Le lapsus en dit beaucoup. Et donc je suis CTO d'une grosse équipe, mais dans ce consortium, je n'ai la responsabilité d'une petite application. Et donc j'ai quelques personnes qui travaillent dessus, une application B2C, vraiment innovante, avec un joli effet waouh, et qui arrive en bout de chaîne de ce projet, donc, qui n'est pas dans les préoccupations du consortium.
Donc mon équipe fait le back et l'application mobile, j'ai un prestataire qui travaille dessus. Et j'ai quand même une organisation sérieuse sur le projet, avec un directeur de projet, vu les interactions complexes avec les différents acteurs. Donc en termes de délégation, de recul, de lucidité, j'étais bien, parce qu'il y a une bonne organisation. Et donc la fin du projet arrive, son lancement se discute, et donc ce qui apparaît, c'est que finalement ma petite application qui n'était pas une priorité, pas une préoccupation, etc., eh bien, comme elle a un effet waouh, eh bien, ils se disent que finalement ça pourrait être le clou de lancement, le clou du spectacle, une sorte de démonstrateur du projet. Et alors là, c'est pas la même. Parce que d'une application qui était annexe, pas risquée, là on passe à une application avec une date de release qui est fixe, sur un gros événement, on avait évalué à 100 000 utilisateurs au lancement. Donc ça c'est encore autre chose. Donc application mobile, donc ça veut dire publier sur les stores. Donc évidemment, vu les délais de validation, les publications, donc c'est même en expédite, c'est pas simple. Et pour autant, l'application ne devenait pas plus prioritaire parmi les différents acteurs, parce que eux-mêmes ils devaient finir leur partie pour le lancement. Voilà. Donc là. Ça change radicalement. Mais bon, mon équipe était confiante, l'application est passée les différents tests, et donc ok, on y va, et tests y compris tests de charge etc. Et donc l'événement est un dimanche. Pour la première fois, la veille, le samedi, on a une vraie répétition dans des conditions réelles, ce qui n'avait jamais été le cas, puisqu'on était plutôt sur des tests simulés, on n'avait pas les événements et la situation. Et donc, il apparaît clairement que l'application ne marche pas. Pour un certain nombre de personnes. Quelques heures avant le grand lancement. La veille. Voilà. Et donc là, je te laisse imaginer le vertige que ça peut provoquer. Donc ton monde s'effondre. Donc le lendemain, TF1 a été invité, mon patron serait sur place donc le dimanche pour présenter, etc. Et donc là, t'as pas le choix. Hein. Qu'est-ce que tu fais Donc bon, l'équipe était mobilisée parce que c'était le lancement, donc c'était facile d'avoir les personnes. Et donc je travaille avec l'équipe tout le samedi, la nuit. Donc nuit blanche. À 5h du matin, je prends une dernière décision qui est je coupe la scalabilité, on restera sur 2 serveurs, je prends les instances les plus grosses qui étaient disponibles, on était sur AWS. Et puis l'événement vient, voilà, et donc, non, pas de miracle. Pas de miracle. L'application n'a pas fonctionné pour une part importante des utilisateurs. Voilà, donc t'as beau avoir ta méthode, t'as beau avoir étudié, t'as beau être, etc. Il y a des situations qui peuvent transformer le contexte pour t'amener à l'échec. Pour t'amener, donc le manque de lucidité, 2, l'histoire de la grenouille. Tu connais l'histoire de la grenouille ? Oui, je l'ai cité en intro. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est une succession de concessions qui te font dépasser les limites. Et donc fiasco. Ouais. Et donc c'est un apprentissage en soi. Enfin, tu vois, est-ce qu'on peut se passer de ces expériences-là en termes d'apprentissage, ou est-ce que c'est une nécessité de passer par ces erreurs pour apprendre en fait, tu passes de la théorie à la pratique. Et y compris plusieurs pratiques, et donc la question c'est la fameuse lucidité. Qu'est-ce qui fait que tu vas dire ok, stop, là on dépasse ce qui est acceptable, rentrent en jeu les fameux biais psychologiques. Bon, dans mon cas, j'ai commis plusieurs erreurs. L'une d'entre elles, donc, le biais psychologique que je peux évoquer, finalement, c'est une question presque d'orgueil, c'est-à-dire de réussir ce lancement, ça aurait été une fierté incroyable pour l'équipe.
Voilà, donc la volonté, effectivement, de réussir une belle application, etc. Et puis donc l'enchaînement de concessions que tu laisses passer, dont des tests qui sont pas satisfaisants, mais il y a toujours des raisons. Et peut-être la dernière erreur la plus importante, là où j'ai finalement perdu de vue mon rôle de CTO dans cette opération, c'est de m'être plongé avec l'équipe dans la résolution du problème, plutôt que de prendre le recul et de gérer une communication de crise ou de gérer des alternatives. Donc j'ai fait ça à l'époque naturellement parce que je suis très investi et puis j'accompagne mes équipes et c'est normal si je leur demande un effort, de participer à l'effort. Mais j'aurais peut-être été plus efficace de prendre la parole ou de gérer différemment ce qui allait se passer. Ouais, donc tout ça est riche, effectivement, riche d'enseignement. Ouais. Alors justement, on est dans des contextes où tout change tout le temps. On découvre des choses à mesure qu'on avance. Il y a effectivement, on l'a évoqué, ces deadlines qui bougent. Tu parles effectivement de lucidité, mais de manière générale, comment tu fais pour garder le cap, pour garder la tête froide, rester un peu, éviter d'avoir la tête dans le guidon, parce que c'est aussi un problème. En fait, souvent, quand tu arrives en poste, tu as plein de bonnes idées, plein de trucs, et puis très vite, en fait, tu es dans le run, dans le quotidien. Et du coup, on perd de vue cette vision globale. La big picture. La big picture, exactement. Comment faire pour garder la tête froide, garder le cap, et d'une certaine manière, du coup, aussi, tenir ses engagements? Oui, c'est assez compliqué. C'est compliqué pourquoi c'est compliqué quand tu es très impliqué, très investi, et au quotidien dans le système. Si tu prends l'analogie, c'est très complexe d'analyser un système quand tu es partie prenante du système. C'est beaucoup plus facile quand tu es spectateur. Et donc là où c'est compliqué, c'est dans les jeunes CTO, dans des petites structures, où le CTO contribue au quotidien à développer, ou pilote des projets, ou est au contact des clients. Voilà. Donc quand il est vraiment dans l'action, c'est plus simple, entre guillemets, même s'il y a d'autres difficultés, c'est plus simple dans des grandes structures, quand tu peux avoir des engineering managers, quand tu peux avoir des scrum masters, quand tu peux avoir etc. Quand tu n'es plus au quotidien. Et donc là où tu es plus établi dans ton rôle finalement de garde-fou, une fameuse lucidité. Et donc à faire profiter de ton expérience l'équipe, et donc tu les vois interagir sur différents sujets, et où tu vas pouvoir dire attention là, est-ce que vous avez étudié ça, ou est-ce que vous avez fait ceci, ou est-ce que voilà. Donc plus à poser des questions, voilà. Quand tu peux te permettre de poser des questions, c'est que tu as le recul suffisant et que tu n'es déjà plus totalement dans l'opérationnel. Okay, et donc une des astuces pour les CTO qui sont dedans, c'est de se réserver des moments sanctuarisés dans son planning de prise de recul, pour arriver à switcher la part du quotidien et la part de maintenant je dois réfléchir à 3 ans, ou je dois réfléchir à 1, et où je dois réfléchir au problème. Et donc là, une des méthodes, c'est de se réserver des moments dans son planning. L'autre idée, et c'est aussi pour ça du coup, je suis allé sur cette activité d'accompagnement de CTO, c'est de se faire aider par une personne qui va pouvoir t'aider à prendre du recul. Ok. Pour terminer, la dernière question, ce serait qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à devenir CTO? La première fois que le poste a été proposé ou accessible, ça a été quoi pour toi le truc où tu te dis mais j'ai envie de faire ce métier-là parce que j'ai envie de faire ça principalement? Et 15 ans après, c'est quoi pour toi l'élément principal, la composante essentielle du métier de CTO, et que tout CTO doit maîtriser à tout prix? Oui, alors comment je suis arrivé au métier? C'est très simple, je m'en souviens très bien. Donc j'étais dans le monde de la prestation, et j'avais des responsabilités dans le monde de la prestation, et il y a quelque chose qui me faisait défaut, c'était de voir vivre les produits que l'on développait.
Donc on développait des applications, des sites, etc. On les livrait aux clients, on pouvait en faire la maintenance, etc. Mais on ne vivait pas réellement les enjeux business, la vie de l'entreprise, des utilisateurs sur l'application. Et c'est ce qui me manquait dans le monde de la prestation. La vision long terme. La vision long terme, et surtout de voir vivre les produits. Et donc ça, c'est ce que tu trouves chez le client final, ce qu'on appelle le client final. Voilà, d'accompagner le produit dans la durée, ses évolutions, de les voir vivre, les clients, le business, les indicateurs. Donc tout ceci prend vie. Ce que tu vois moins, t'en rends moins compte donc de t'investir à fond sur un projet. Okay. Puisqu'en prestation, tu travailles pour 10 clients par mois. Et donc du coup, 15 ans après, est-ce que tu vois une différence entre ce pourquoi tu as fait ce métier et ce que tu en vois aujourd'hui? Et ce serait quoi ton retour d'expérience principal en disant en fait le métier de CEO aujourd'hui principalement c'est ça? Donc ce que je trouve dans le métier de CTO, mais qu'on pourrait trouver ailleurs, c'est le fait d'avoir de l'impact. Donc effectivement, là tu es sur des choix, des décisions, des communications, des explications qui portent. Donc avec de la stratégie, avec une vision long terme. Voilà, donc c'était aussi ma volonté d'avoir de l'impact dans les organisations, etc. Et tu poses la question de ce qui est le plus important, c'est ça, ouais. dans le rôle ton enseignement principal après ces 15 ans de carrière. Eh bien, je reviens sur la notion de lucidité que j'ai essayé de faire passer dans cette rencontre. C'est à toi à être le dernier garant, d'avoir le recul suffisant pour dire non, attention, là on va pas y arriver, ou là on n'a pas utilisé telle ou telle chose, là on fait fausse route, etc. Donc tu as la responsabilité finale, et donc à toi de garder la lucidité sur ces différents sujets. Alors après, si tu veux que j'aille plus précisément, de façon plus concrète dans mes enseignements, je peux en quelques mots, en 5 mots, allez, ou en 5 phrases, te résumer tout mon enseignement, finalement, tout ce que j'ai appris. Et je l'ai formalisé parce que ça fait partie de mon accompagnement, okay, des formations, etc. Alors, donc, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est successful, efficace dans la réussite, etc. Le premier point, c'est qu'elle partage un objectif commun, qui est au bénéfice du client, et qui est vécu comme une aventure. Voilà, donc là, tu sens déjà toutes les notions de motivation qui sont derrière ces... et d'alignement aussi. D'alignement, de motivation, et client, et aussi, du coup, j'exclus le fait de faire la technique pour de la technique. Ce n'est pas des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, de développer des produits purement techniques. Deuxième point de ces équipes, pour qu'elles réussissent, qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles s'améliorent. Donc il y a une notion d'amélioration continue, rythmée par des itérations. Donc là, il y a l'agilité qui est derrière ces notions. Et elle doit obligatoirement se benchmarker à des pratiques extérieures. Donc ça, c'est important de se comparer pour être ouvert à ce qui existe ailleurs et donc pour pouvoir progresser. Et le benchmark, etc., et le pilotage des projets, c'est une question de disposer des métriques. Donc il faut avoir les métriques du suivi de sa performance pour être conscient de ce qui va pas et comment s'améliorer. Et enfin, 2 points sur les collaborateurs, sur les coéquipiers. Il faut respecter une discipline élémentaire, de base. Et oui, parce que dans un travail d'équipe, il faut se lever, il faut être présent à peu près au même moment, il faut arriver à communiquer d'une certaine façon, etc. Voilà, donc il y a, même si... alors, je l'évoque parce que j'ai quand même assisté ou intervenu dans des équipes où vraiment il y a des choses malsaines qui peuvent se produire lorsque les personnes passent trop de temps ensemble ou se permettent des choses trop... Voilà, donc moi, je rappelle parfois cette fameuse discipline élémentaire. Voilà. Et enfin, le collaborateur, il doit se sentir valorisé
lorsqu'ils contribuent à la réussite de l'entreprise. Voilà. Et donc, ce sont les 5 éléments, les 5 points essentiels que j'implémente dans les équipes dans lesquelles j'interviens, ou ils font partie des accompagnements de CTO, donc des messages que je fais passer. Ok. Canon. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette conversation. Eh bien merci. Et ah oui non, on a avant de terminer, on a 2 questions rituelles après les remerciements, 2 questions rituelles pour ce podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeuristes ? Oula. Tiens, je suis retombé très récemment sur le magazine Programmé. Ok. Et alors donc, d'une part, il est très intéressant parce qu'ils ont fait une hors-série sur l'IA. Deuxièmement, c'est de la programmation avec des lignes de code dans un magazine. Et il est papier. Et donc, ça m'a fait un énorme plaisir de retrouver un magazine papier. Et là, je me suis remémoré des instants de mon passé, de ma jeunesse. Oui, parce qu'il y a beaucoup de développeurs et développeuses aujourd'hui qui n'imaginent pas, mais qu'on a appris à programmer avec des livres sur du papier avant de pouvoir faire du copier-coller depuis Internet. Et voire même, je recopiais des listings issus de magazines papier. Ouais, j'ai connu ça aussi. Top. Et la dernière question, la plus importante de ce podcast, Jean-Marc, tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Voilà, alors, si vous avez envie d'être CTO, je pense que dans cette discussion avec Jean-Marc, vous avez une mine d'informations sur ce qui est à faire. Si vous êtes actuellement CTO, j'espère qu'on vous a aussi aidé peut-être à tacler certains challenges ou défis que vous rencontrez en ce moment. C'est un métier passionnant. C'est un métier qui est très changeant, comme le disait Jean-Marc, en fonction de la taille des équipes. C'est pas du tout le même métier, mais c'est un métier intéressant. Donc ça fait un bon complément avec l'épisode 321 qu'on a fait avec Emmanuel. Et justement, Jean-Marc a fait le compilé de l'épisode 321. Donc n'hésitez pas à aller checker sur le podcast, dans le flux des épisodes, pour retrouver ce compilé-là. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.